Alors cette idée de monter sa boîte en France, ça fait rêver, non? Mais bon, une fois qu'on a dit ça, on commence par où concrètement? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. On va décortiquer pas à pas les étapes clés pour que cette ambition devienne une réalité. C'est une super ambition, c'est certain. Mais le parcours peut parfois faire un peu peur au début. Pas de panique. Considérez ce qui suit comme votre feuille de route. Votre GPS pour naviguer dans le monde de l'entrepreneuriat à la française. Alors, quel est le programme? Ok, voilà notre plan de match. D'abord, on va parler de l'identité, le fameux nom. Ensuite, on va couler les fondations juridiques de la maison. Après ça, comment on protège sa marque, son trésor. Puis, on plonge dans le grand bain de l'administration française. Et enfin, on verra comment piloter tout ça pour réussir et surtout éviter les pièges. Allez, c'est parti. Bon, première étape, et pas des moindres, le nom. On pourrait croire que c'est juste une étiquette, mais non, c'est bien plus que ça. C'est votre toute première impression, la pierre angulaire de votre marque. C'est une décision vraiment stratégique qui demande de bien y réfléchir. Alors attention, il y a des pièges classiques dans lesquels il ne faut pas tomber. Par exemple, choisir un nom en pensant uniquement au présent, sans voir plus loin. Ou alors, le plus gros risque, oublier de vérifier s'il est légalement disponible. On évite aussi de copier les concurrents, de choisir un nom imprononçable ou que personne ne saura écrire. Et bien sûr, il faut penser à sa visibilité sur le web. Bref, un bon nom, c'est un nom qui est libre, unique et facile à utiliser. Et j'insiste vraiment là-dessus. Avant de tomber amoureux d'un nom, avant d'imprimer les cartes de visite, la première chose à faire, c'est de vérifier qu'il est bien disponible légalement. Ce n'est pas une option, c'est absolument essentiel. Faire appel à un expert, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement pour éviter des batailles juridiques qui peuvent coûter une fortune plus tard. Ok, on a le nom, il est sécurisé. Maintenant, il faut construire la maison, c'est-à-dire choisir la structure juridique de l'entreprise. Pour ceux qui se lancent, en général, le match se joue entre deux grandes options, la SARL et la SAS. Alors, SARL ou SAS, le duel classique. Souvent, ça se résume en un arbitrage assez simple. D'un côté, on a la CRL, où le gérant majoritaire paie des charges sociales plus basses, autour de 43%, c'est tentant. De l'autre côté, la SAS, où le président est assimilé salarié, avec des charges plus élevées, qui tournent autour de 65%. La différence est nette. Mais, et c'est un gros mais, la vraie différence, elle est sur la protection. En SAS, si les choses tournent mal, la responsabilité personnelle est beaucoup mieux protégée. Donc la question, c'est: est-ce qu'on privilégie un coût plus bas maintenant ou une meilleure sécurité pour l'avenir? Et comme le dit très bien cette citation, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans l'absolu. Ça dépend vraiment de chaque situation, du profil du dirigeant, de ses ambitions, de sa tolérance au risque. C'est pour ça que la meilleure chose à faire, c'est de poser les chiffres avec un expert comptable et de faire des simulations. C'est la seule façon de prendre la bonne décision. Parfait. On a un nom, on a une structure. Maintenant, il faut absolument protéger ce qui va devenir l'un des actifs les plus précieux de l'entreprise, sa marque. C'est ce qui vous rendra unique, reconnaissable entre mille. Et là, attention, il y a une subtilité du droit français qui est super importante à comprendre. En France, la marque, c'est un droit d'occupation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas le premier qui utilise un nom qui a raison, mais le premier qui le dépose officiellement. Le simple fait d'utiliser un nom ne vous donne aucun droit. C'est la règle du premier arrivé, premier servi. Mais alors concrètement, c'est quoi une marque au sens de la loi? Eh bien, la définition est assez claire. C'est un signe, un mot ou un logo, peu importe, qui peut être représenté graphiquement et dont le but est simple, permettre de distinguer vos produits ou vos services de ceux des concurrents. Et franchement, le champ des possibles est immense. Bien sûr, il y a les mots et les logos, le grand classique. Mais ça va beaucoup, beaucoup plus loin. On peut déposer un son, vous avez en tête le lion de la Metro-Goldwyn-Mayer, c'est une marque. Ou même une forme en 3D. L'exemple parfait, c'est la bouteille de Perrier. Sa forme est protégée. C'est assez fascinant. Et pour vous montrer à quel point tout ça est pris au sérieux, regardez cet exemple. Il y a quelques années, une marque de parfum a voulu s'appeler Champagne. La justice a dit non. Pourquoi? Parce que ça pouvait tromper les gens sur la nature du produit et surtout, ça portait atteinte à la réputation de l'appellation d'origine Champagne. Ça montre bien que la loi protège très fortement ces indications. Allez, on passe maintenant aux choses très concrètes, à l'administratif. Pour énormément de gens, l'aventure entrepreneuriale commence avec le statut d'auto-entrepreneur qu'on appelle maintenant micro-entreprise. C'est simple en apparence, mais attention, il y a des règles du jeu à connaître par cœur. Alors, premier point crucial, la TVA. Voici les seuils à avoir en tête pour 2025. Tant que le chiffre d'affaires annuel reste en dessous, on facture hors taxe. C'est le régime de la franchise en base de TVA. Mais, et c'est là qu'il faut être vigilant, dès qu'on dépasse ces seuils, on bascule et on doit facturer la TVA. Maintenant, retenez bien ce chiffre, 58 €. Juste 58 €. Pourquoi est-ce que ce petit montant est si important pour un micro-entrepreneur?
Eh bien parce que c'est le montant de la pénalité que vous allez payer pour chaque déclaration de chiffre d'affaires que vous oubliez de faire à l'URSSAF. Et le point le plus important, c'est que cette pénalité s'applique même si votre chiffre d'affaires était de 0 €. Vous devez déclarer quoi qu'il arrive. La régularité administrative, ce n'est pas négociable. Ok, on a parlé de la création, passons maintenant à la vie de l'entreprise, à la gestion au quotidien. Parce que le succès, ce n'est pas juste une question de bien démarrer, c'est aussi une question d'éviter les erreurs de parcours. Et justement, il y a 3 faux pas assez courants qu'on voit souvent. Le premier, zapper l'assurance responsabilité civile professionnelle. On se dit que c'est optionnel alors que pour beaucoup d'activités, c'est essentiel, voire obligatoire. Deuxième erreur, se tromper sur la fiscalité du régime micro. On pense pouvoir déduire ses frais, ses achats, mais non, ce régime fonctionne avec un abattement forfaitaire, on ne déduit pas ses dépenses réelles. Et enfin, troisième piège, vouloir parler à tout le monde. C'est le meilleur moyen de n'être entendu par personne. Il faut absolument définir une clientèle cible pour être efficace. Finalement, on se rend compte que réussir, ce n'est pas seulement une question de ce qu'on fait, des bonnes actions qu'on met en place, c'est tout autant une question de ce qu'on évite de faire, des erreurs qu'on anticipe. C'est cet équilibre entre l'action et la prudence qui fait toute la différence. Alors oui, le paysage entrepreneurial français peut paraître complexe. C'est un fait. Mais avec les bonnes informations en poche, les bonnes protections et une stratégie claire, le chemin devient tout de suite beaucoup plus praticable. La question n'est donc pas de savoir si c'est compliqué, mais plutôt, est-ce qu'on se sent maintenant mieux armé pour faire ce fameux premier pas, mais un premier pas éclairé,